La quête de l'ours, c'est dans le titre de ce plus récent roman d'Yves Thériault, publié chez Stanquet. Monsieur Thériault, on parle de ce livre comme étant la somme littéraire d'Yves Thériault. Est-ce que c'est à cause du volume, parce que c'est peut-être le plus volumineux que vous ayez publié? Je ne sais pas, au fond. C'est peut-être la somme littéraire aussi, dans un certain sens, parce que c'est un roman qui implique un Indien, un Amérindien, et qui implique la forêt. Peut-être qu'à ce moment-là, si on prend tout ce que j'ai écrit et qui, dans la plupart des cas, concerne la forêt, les Indiens, les Inuits, dans la plupart des cas, mais pas dans tous les cas, on en arrive au mot somme littéraire. Ça ne veut pas dire que l'œuvre littéraire d'Yves Thériault est terminée. Ah ben non, j'ai une parution moi, au début de septembre. J'ai une autre parution dans le cours de l'automne. J'ai quelque chose de... C'est pas tout à fait terminé encore, les transactions là-dessus, les négociations, mais ça devrait être au début de l'hiver. J'aurai trois romans, enfin 3 livres. Vous restez toujours d'ailleurs dans ce genre littéraire qui est le roman. Dans un cas là, prochain, là, ce ne sera pas ça du tout. Non. Ça va être un documentaire sur... C'est exprès pour me contredire. Ben, c'est la première fois, donc ce sera différent. Oui, parce je qu'on vous sors connaît d'abord complètement comme de mes romancier. sentiers à moi, de mes sentiers battus. Et c'est un livre, c'est l'histoire de la fourrure. Remarquez que ça reste un peu aussi dans la même optique, en ce sens que c'est l'histoire de la fourrure depuis les débuts de la colonie. Mais en plus d'être l'histoire du commerce de la fourrure, des tractations de fourrure entre Indiens et Blancs, c'est aussi une somme, dans un certain sens, sur la trappe de la fourrure, sur les méthodes de trappes anciennes, celles des Indiens, celles des Blancs et celles modernes. On ne peut pas écrire avec autant de richesse sur les montagnais et leur vie primitive dans certains moments. Sans avoir certaines affinités. Alors, d'où vous vient cette affinité Mon père était montagnais et ma mère était blanche. Mon père n'était pas un montagnais de réserve, toutefois, c'était un montagnais sorti de la réserve. Et mon éducation première, si on veut, le peu que j'ai eu scolaire, ça a été à Montréal. À Montréal, et même un Montréal extrêmement civilisé, Notre-Dame-de-Grâce. J'ai connu la forêt par la suite, à l'âge d'à peu près 19 ans, 18 ans. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai vécu en forêt, j'ai fait de la trappe avec de la parenté indienne que j'avais. Et donc, j'ai appris à savoir ce que c'était que la forêt, à l'aimer, à y vivre, à y survivre. Et puis ensuite, ça a été l'Arctique. L'Arctique, c'est venu un petit peu par accident parce que j'étais pilote. Et puis... j'ai eu un petit effoirement, on appelle. Vous en êtes sorti. En Arctique, puis j'en suis sorti, mais j'ai connu les Esquimaux à ce moment-là. Oui. Et connaissant les Esquimaux, j'ai découvert que c'était des braves gars, extrêmement intelligents. Ça m'a porté à les utiliser comme personnage, à utiliser l'Arctique comme décor. Et c'est Agaguk, et puis ensuite à Yaout, puis ensuite à Gouac. Une souque aussi, non? Une souque, ça, c'est montagnais. C'est montagnais. C'est la forêt, ça. Oui. On parle souvent de vous comme étant le porte-parole de ces minorités indiennes esquimaux. Est-ce que vous vous sentez vraiment une mission, presque, de porte-parole? Non. Une mission, c'est un grand mot, puis ça implique des messages et un tas de choses du genre. Mais disons que les connaissant mieux, les comprenant mieux, comprenant les problèmes. De plus, j'ai travaillé 2 ans au ministère des Affaires indiennes à Ottawa comme directeur des affaires culturelles. Mais il y a 3 chefs indiens. J'étais au Salon du livre de Québec et il m'arrive 3 chefs indiens de réserve, de gens que je connaissais, de réserve de Montagnais dans un cas, d'Atikamekw dans l'autre et de Nashkapi. Et ces gens-là m'ont dit quelque chose qui m'a ému profondément. Ils m'ont dit, on pense que Ashini, ton livre Ashini, a plus fait pour la condition indienne et pour éveiller les Blancs à la condition indienne que bien d'autres choses qui ont été écrites, des choses de journaux, des choses de magazines, même des choses de télévision. Parce qu'il y avait une permanence à ce que j'écrivais. Et ce que j'écrivais n'était qu'une vérité criante, mais dite avec une certaine douceur, une certaine poésie. C'est vrai d'ailleurs que vous êtes toujours resté fidèle à cette ligne première que vous êtes donnée ou tracée dans votre œuvre littéraire. Vous ne semblez pas avoir été influencé par des modes nouvelles. Non, du tout. Du tout. C'est peut-être le peu
le peu de contact que j'ai eu avec les facultés de lettres puis les universités en général, moi, je suis un primaire, en ce sens que j'ai quitté l'école en 8e année. Et ensuite, j'ai travaillé pour gagner ma vie. C'était à l'époque de la crise économique, je n'avais pas le choix. Et j'ai toujours été un petit peu en dehors des milieux universitaires, des milieux de ce qu'on appelle les milieux de la pensée, des milieux intellectuels. C'est pas mon genre du tout. Et ça m'ennuie souverainement d'entendre des gens discourir interminablement sur le style littéraire, sur ce qu'on doit dire et ne pas dire et comment le dire. Moi, j'écris mes choses, ce sont des contes pour moi. Je les écris tout simplement tels que je les pense. Et puis, je suis pas affecté. On les définit comme des contes, mais est-ce qu'il n'y a pas une part autobiographique, finalement, là-dedans? Le personnage principal, par exemple, de La Quête de l'ours, Antoine, est un métis. Vous en faites un héros. Est-ce qu'il n'est pas loin d'un dieu, finalement? Il ne devient pas légendaire. Il a une force vraiment presque surhumaine. C'est un homme qui nous semble beau, intelligent, racé. Fort, surtout. Oui. Fort. Moi, j'ai toujours aimé l'homme fort. Pas nécessairement fort physiquement, musculairement, mais l'homme qui est capable de partir d'un point dans sa vie et se rendre à un autre et pas devoir s'appuyer sur un tas de choses extérieures à lui-même. Alors, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a une part autobiographique dans votre œuvre? Il y a beaucoup d'écrivains qui vont se défendre très fortement d'être dans leur roman en tant que personnage. Moi, je ne suis pas capable de m'en défendre. Parce que j'ai une simplicité d'esprit qui me fait voir très carrément que l'écrivain, quand il écrit, c'est lui. Son personnage principal, c'est forcément lui. Et très bizarrement, quand des gens me demandent, par exemple, quel personnage dans Agaguc on retrouve, où on retrouve Thériault, bien, je dis c'est Ériuk, la femme, parce que c'est beaucoup plus le personnage que j'aurais été dans cette vie du couple que Agaguc lui-même, qui est un personnage d'appoint, qui est un appui, alors qu'Ériuk est vraiment le personnage principal. Dans La Quête de l'ours, il y a toutes sortes de thèmes très importants que vous soulevez quand même. Un, moi, qui me frappe beaucoup, c'est le thème de la langue. Lorsque Antoine, on ne racontera peut-être pas tout le roman, mais Antoine rencontre Julie, qui est une blanche. Ils vivent ensemble. C'est vraiment un amour merveilleux que vous décrivez de façon sublime. Cette partie est vraiment un roman d'amour, là. Et après avoir vécu ensemble, il sent le besoin de lui demander d'apprendre le montagnais. Parce que, et vous le dites, là, je ne sais pas si vous me corrigerez, mais en tout cas, le montagnais semble être la langue la plus propice à la description de la nature. C'est la langue la plus proche, oui, au point de vue des sonorités. Deux montagnais qui causent ensemble dans la forêt, si vous écoutez leur son, si vous écoutez le son de la forêt, il y a énormément d'affinités dans les deux sons. Ce sont deux sons qui se marient bien, qui sont en harmonie l'un avec l'autre. Et peut-être, je suis peut-être un petit peu... enfin, j'ai des préjugés, si on veut, mais je crois que c'est vraiment la langue qui ressemble le plus au son de la forêt, donc qui est vraiment la langue de la forêt. Est-ce que vous parlez de montagnais? Oui. Oui? Couramment? Bon, écoutez, non. Non. Parce que je n'ai pas l'occasion de le pratiquer suffisamment, mais en fait, je le comprends bien. Il y a un autre thème qui me semble intéressant de soulever, c'est cette difficulté peut-être de la vie, dans ce couple en tout cas, entre ce métis et la blanche. Il semble y avoir quand même s'il y a beaucoup d'amour, de passion, d'affinité, il semble quand même y avoir toujours un mur entre eux. Ça tient au fait que mon héros est un Indien, un Amérindien complet, total. Et pour lui, ces mythes, ces mythologies, ces magnétos, ces bons esprits, ces mauvais esprits, c'est extrêmement important. Et il y croit. La Julie, la fille, la blanche, a rien qui ressemble à ces mythes, ces mythologies. Alors, le défaut de compréhension vient de là. C'est que constamment, sans savoir, elle commet ce qui est l'équivalent des sacrilèges pour l'Amérindien. Et ne se rend pas compte, et ne veut pas se rendre compte, ne veut pas admettre que c'est vraiment quelque chose de sacrilège. Et alors, à ce moment-là, les conflits deviennent des conflits presque spirituels entre les deux. Ce ne sont pas des conflits humains.
Mais est-ce que c'est une réalité C'est une réalité. Ça? Si on prenait un Indien, un Amérindien pur dans le sens de son ethnologie, si vous voulez, il serait vraiment un Amérindien. Mais est-ce qu'ils existent encore, ces Amérindiens purs, là, comme vous les décrivez? Ça n'est pas très fréquent, mais il y en a de plus en plus. C'est-à-dire qu'il s'est fait un renouveau dans ce sens-là, il y en a de plus en plus. Je pense qu'il faut remercier les films de Lamotte. Les films de Lamotte ont grandement aidé à cette espèce de renouveau, de fierté d'être montagnais, par exemple, ou Nashkapi. Et ceux-là, si vous les accolez à une blanche ou à un blanc, il y aura le conflit d'incompréhension entre les deux. Parce que c'est un grand conflit qui dure depuis toujours, il dure depuis que les Blancs sont venus ici en Amérique. Les Blancs ont rarement compris comment les Indiens fonctionnaient. Ils se sont contentés de regarder la surface. Par exemple, l'Indien n'est jamais à l'heure, c'est vrai. C'est vrai, il n'est jamais à l'heure. Pour lui, le temps, tel que décrit par des montres ou des horloges, ça n'existe pas. Parce qu'Antoine est très exigeant pour Julie. Oui. Lorsqu'elle arrive dans la forêt, évidemment, elle ne sait pas, elle, vivre en forêt. Elle ne sait pas couper le bois, elle ne sait pas bâtir, parce qu'il lui demande même de bâtir avec lui la cabane. Lorsqu'elle, comme toutes les Blanches, elle dit à Antoine, bon, bien, je n'ai plus de bois. Ouais. Il ne bouge pas parce que lui, il lui dit, ben, va t'en chercher, parce que chez lui, ça se fait comme ça. C'est très dur, finalement, cette relation-là. Les féministes, les authentiques féministes du Québec vont sûrement, mon Dieu, grimper les murs. Trouver que vous êtes très exigeant pour les femmes. Oui, oui. Au fond, je me raconte que comment un Indien, un Amérindien se comporterait. Je n'approuve pas du tout cette façon de se comporter parce que j'ai été blanchi, moi, quand même un peu, et puis même beaucoup. Et puis je n'agirais pas comme ça avec une femme, avec ma femme. D'ailleurs, si j'agissais comme ça, elle n'écrirait plus jamais ses livres de recettes. Parce que ma femme, c'est elle qui fait, ben, vous l'avez interviewé, le guide de la cuisine traditionnelle québécoise. Et puis, je pense que ce serait dès lors de Mais ce que je trouve beau, par exemple, dans cette relation, et je ne sais pas si c'est à ce point vécu encore, c'est que vraiment les deux font tout ensemble. L'homme et la femme. Ils bâtissent ensemble, ils vivent ensemble, ils dépaissent ensemble l'orignal qu'il vient de tuer. Est-ce que c'est effectivement comme ça? Ça a été comme ça. Il n'y a vraiment pas de longtemps. partage de rôle dedans. Ça a été comme ça très longtemps. Maintenant, ça l'était de moins en moins. Ça recommence à renaître, cette espèce de partage de la vie totale, c'est-à-dire la journée entière. Même que dans mon roman, elle ne va pas trapper avec lui. Toutefois, chez un couple indien normal, ce serait elle qui irait trapper avec lui. C'est millénaire, ça. Je connais même un jeune Indien, c'est un Ashkapi, qui est de la réserve de Pointe-Bleue, et puis avec sa petite jeune femme blanche, et ils vont trapper ensemble tous les hivers. Ils partent avec le bébé. Moi, je les ai vus partir un hiver avec un bébé de 5 mois dans les bras. Ils s'en allaient en forêt, vivre en forêt, trapper tout l'hiver. C'est une vie très dure. En tout cas, vous le décrivez très bien. Le trappage, c'est à peu près la chose la plus dure qui existe. Oui. On n'a pas parlé beaucoup de l'ours. C'est la quête de l'ours, O-U-R-S-E. Oui. Je lisais dans certaines critiques, on fait un rappel de l'ours, l'image de la mer. On parle du cordon ombilical, du mamelon en pensant à la montagne. Est-ce que pour vous, il y a une image de la mer là-dedans? Ces sortes de critiques, d'ailleurs, qui sont presque des psychocritiques, ces sortes de critiques, ça ne m'émeut pas beaucoup. Mais pourquoi l'ours, la femelle? C'est parce que l'ours est beaucoup plus active que l'ours lourd, l'homme, le mâle, et elle est plus susceptible d'avoir cette sorte de ruse d'instinct, d'intelligence rusée qui la ferait se comporter comme elle se comporte dans le roman. Parce qu'Antoine était vraiment à la poursuite de l'ours, tout le roman. Ça se fait... Bon, ça prend quelques 380 pages, là, mais il y a seulement 3 journées dans votre roman. Est-ce que ça se fait 3 temps. Oui. Il n'y a pas 3 journées, mais 3 temps. Oui. Moi, je les ai appelés des journées parce qu'une journée indienne, c'est pas nécessairement un jour. Il faut se rappeler qu'un chef Huron avait dit à Samuel de Champlain,
on ira avec toi, puis on cassera la gueule aux Iroquois. Alors, Samuel de Champlain a dit, oui, bien, quand on part, on part après-demain. Alors, 7 ou 8 jours plus tard, il est venu trouver Champlain. Il dit, est-ce qu'on part? Champlain dit, je vous ai attendu, mais on n'est pas parti parce que je vous ai attendu, vous n'êtes pas venu. Ah, vous avez dit dans 2 jours. Ah, ben il dit jour. Il dit, c'est pas des jours, il dit, c'est des temps. On part demain, si tu veux. Mais c'est des temps, ça. Il dit, c'est pas des jours. Cette confusion dans l'esprit des gens, c'est que l'Indien considère des jours comme 24 heures, alors que l'Indien considère des jours comme un cycle, une période. Alors là, dans le livre, j'ai voulu rappeler ça, et j'ai appelé ça des jours, alors qu'en réalité, ce sont des périodes. Et tout le livre, on est avec lui, finalement, à la quête de l'ours. La quête, est-ce que ça vient de conquête ou à la poursuite? La quête vient de poursuite. Bon. Et finalement, il arrive à la fin et il décide de tuer l'ours de ses propres mains, sans armes, parce qu'il dit que l'arme, c'est le monde civilisé. Et l'arme, c'est un avantage auquel il n'a pas droit. Il est très fidèle aux rites, aux traditions primitives de son peuple. C'est très beau et très noble, d'ailleurs. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'une fois qu'il a, je peux le dire, il tue l'ours à la fin de ses propres mains, il est blessé et tout, et il n'est pas heureux. Non. Et vous dites, il n'était pas heureux, il ne le serait jamais plus. Non. Il avait perdu Julie en chemin. Oui. Il a perdu sa Blanche. Il avait accompli ce qu'il croyait être son devoir, finalement. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est très beau ce que vous avez écrit. Je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir, Yves Thériault. Au revoir.